Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 4 février. Un Palestinien tombe en martyr à Tayassir, à l'est de Toubas, en Cisjordanie occupée, où les forces de l'entité sioniste poursuivent leur agression depuis 2 semaines. Le bilan du génocide de l'entité sioniste contre la bande de Gaza s'alourdit à 47 540 martyrs et 111 618 blessés depuis le 7 octobre 2023, à l'heure où le mouvement de résistance Hamas annonce l'entame des négociations sur la 2e phase de l'accord de cessez-le-feu. Décès de l'ancien chef du gouvernement algérien, Sid Ahmed Rouzali, à l'âge de 88 ans, le président Abdelmadjid Tebboune adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt. Tenue à Alger, des travaux de la 2e session des consultations politiques algéro-bangladaises, marquées par la volonté affichée des 2 pays de renforcer la coopération bilatérale. Et puis les rebelles du M23 annoncent unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire en vigueur à compter de ce mardi dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonsoir à tous. Les forces de l'entité sioniste poursuivent leur agression contre la Cisjordanie occupée. Ce mardi, un Palestinien est tombé en martyr dans une fusillade au poste de contrôle militaire de Tayassir à l'est de Toubas. Et les forces de l'occupation sioniste poursuivent donc leur agression également contre la ville de Jenin et son camp de réfugiés pour le 15e jour consécutif, faisant 25 martyrs et des dizaines de blessés, en plus de la destruction généralisée des infrastructures et du bombardement d'une dizaine de maisons. Le point de la situation avec Asma Laïd. Après Gaza, la Cisjordanie dans la ligne de mire du bourreau sioniste, les forces d'occupation sioniste mènent une agression inhumaine depuis 15 jours, faisant plusieurs martyrs et blessés. Les forces d'occupation sioniste continuent d'envoyer davantage de renforts militaires dans la ville de Jenin et son camp via le point de contrôle militaire de Djalama. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a souligné que l'agression sioniste contre les camps de Jenin et de Turkalem a déplacé des milliers de Palestiniens, mettant en garde sur le fait que les scènes horribles constatées en Cisjordanie présagent d'une nouvelle escalade. De son côté, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a envoyé hier 3 lettres identique au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au président du Conseil de sécurité pour ce mois, à savoir la Chine, et au président de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'escalade de l'agression sioniste en Cisjordanie occupée. Le diplomate palestinien évoquait dans ses lettres les menaces des dirigeants sionistes et des colons extrémistes de reproduire en Cisjordanie le génocide de Gaza, se vantant de leurs plans coloniaux illégaux visant à annexer des terres et à déplacer les Palestiniens de leurs terres. Face à cette situation, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès de l'ONU a réitéré les appels des dirigeants palestiniens au Conseil de sécurité pour qu'ils prennent des mesures rapides pour protéger le peuple palestinien et tenir l'entité sioniste pour responsable des crimes commis en Palestine occupée et l'obliger de cesser son agression contre la Cisjordanie. Le maire de Jenin, Mohamed Jarrar, a pour sa part indiqué que 35
à 40% des quartiers de la ville sont toujours privés d'eau à cause des opérations de destruction menées par l'entité sioniste. Les forces d'occupation sionistes installent des portes en fer aux entrées des villes et villages de Cisjordanie occupés, isolant les différents camps palestiniens et leur population, limitant ainsi la liberté de circulation des Palestiniens et imposant des sanctions inhumaines et collectives. Que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou dans tout autre territoire occupé, les Palestiniens continuent à défier la soldatesque sioniste qui fait preuve d'une cruauté qui a choqué le monde entier. Et je vous le disais en titre, le bilan de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 47 540 martyrs et 111 618 blessés depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités palestiniennes de la santé. Et ce, après que les corps de 22 martyrs et 6 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu à Gaza le 19 janvier, le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé l'entame des négociations sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et qui devrait se concentrer sur les accords relatifs à la libération des détenus restants et au retrait des forces de l'entité sioniste de Gaza. Pour rappel, la première phase du cessez-le-feu est entrée en vigueur le 19 janvier après 15 mois de génocide. Par ailleurs, la distribution des aides humanitaires dans la bande de Gaza se poursuit. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, les quantités acheminées sont encore loin de répondre aux besoins énormes des habitants de l'enclave palestinienne qui, après plus de 15 mois de génocide, rejettent catégoriquement tout déplacement en dehors de leurs terres, tel que suggéré par le président américain Donald Trump. Nous refusons catégoriquement d'être expulsés de Palestine. La Palestine est notre terre, notre pays, la terre de nos ancêtres et la terre de nos enfants, si Dieu le veut. Nous rejetons cette idée. هذه بلادنا واحنا قاعدين فيها ونضلنا قاعدين باذن الله فيها. دعوة الرئيس الامريكي مرفوضة لتهجير قطاع غزة بالكامل مستحيل. L'appel du président américain à déplacer toute la bande de Gaza est rejeté. C'est impossible. Ni lui ni tous les pays réunis ne peuvent nous forcer à partir. Nous sommes prêts à mourir à Gaza. Beaucoup d'entre nous sont déjà morts et nous resterons ici. Nous resterons à Gaza quoi qu'il arrive. Même s'ils nous bombardent depuis les airs ou tentent de nous enterrer sous terre, il nous est absolument impossible de quitter la bande de Gaza. Nous sommes nés ici et nous mourrons ici. C'est notre dernier mot. À part Dieu, l'agence qui distribue l'aide, c'est la seule aide que nous avons reçue. Merci à Dieu. Nous demandons davantage d'aide, surtout des produits de première nécessité. Nous avons besoin d'assiettes, de casseroles, de literie et de couvertures. Nous voulons de la farine car nous en avons très peu. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de farine et je n'en ai pas chez moi. Nous voulons tous de l'aide. Nous avons besoin de tout. Au volet diplomatique, le président du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de février, l'ambassadeur de la Chine auprès des Nations Unies, Fu Kang, a fait savoir que la consolidation du cessez-le-feu à Gaza et le renforcement de l'aide humanitaire en direction de l'enclave palestinienne seraient au centre des priorités du Conseil au cours de ce mois. Il a, dans ce sens, mis l'accent particulièrement sur l'attention que le Conseil de sécurité devra accorder à l'UNRWA désormais en pleine difficulté. Et plus de 160 ONG et syndicats internationaux ont appelé ce mardi l'Union européenne à mettre fin au commerce avec les colonies sionistes illégales dans le territoire palestinien occupé et à prendre les mesures nécessaires pour se conformer au droit international, et ce, dans une lettre conjointe adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon Human Rights Watch.
Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h. Tout de suite, l'édition africaine. Je vous disais en titre, l'ancien chef du gouvernement algérien Sidi Ahmed Ghazali est décédé ce mardi à l'âge de 88 ans. Le défunt sera inhumé demain après la prière du Dor au cimetière de Ben Aknoun à Alger. Né le 31 mars 1937 à Tiranif dans la wilaya de Mascara, Sidi Ahmed Ghazali a occupé plusieurs postes au sein de l'État et a été chef du gouvernement de 1991 à 1992. Il avait été nommé auparavant à la tête de plusieurs ministères, dont celui des Affaires étrangères de 1989 à 1991, des Finances en novembre 1988, de l'Irrigation en 1979 et celui de l'Énergie et des Industries pétrochimiques de 1977 à 1979. Il a également occupé d'autres postes, dont celui de directeur général de la société Sonatrach de 1966 à 1979. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ses sincères condoléances ainsi que l'expression de sa profonde compassion à la famille de l'ancien chef du gouvernement, Sidi Ahmed Ghazali, décédé, je vous le rappelle, à l'âge de 88 ans. Pour le président algérien, avec cette disparition, l'Algérie perd l'un des hommes qui ont servi le pays à travers de hautes fonctions et responsabilités au sein des institutions de l'État, laissant son empreinte en tant que personnalité nationale de premier plan, témoin d'une période charnière marquée par des mutations et des événements majeurs de la vie nationale. Abdelmadjid Tebboune a aussi évoqué dans son message un des cadres compétents de l'élite intellectuelle qui ont assumé de hautes responsabilités en tant qu'ambassadeurs, ministres et chefs du gouvernement et qui se sont distingués par leur riche contribution sur la scène politique nationale. Coopération, je vous en parlais en titre, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Makraman, a coprésidé ce mardi à Alger avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Bangladesh, Jashim Oudin, les travaux de la deuxième session des consultations politiques algéro-bangladaises. Cette session a été l'occasion pour les deux parties d'échanger sur l'état des relations de coopération entre les deux pays et des moyens de les renforcer dans divers domaines prioritaires, notamment l'énergie, l'agriculture, l'enseignement supérieur et le commerce. Ces consultations politiques ont également été l'occasion d'échanger les vues et analyses sur de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la question palestinienne, le Sahara occidental, la situation dans la région du Sahel et les efforts déployés par les deux pays en vue de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Auparavant, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Bangladesh, Jashim Oudin, a été reçu par le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. La rencontre a été l'occasion de passer en revue l'état des relations de coopération entre les deux pays et d'examiner les moyens de les hisser au plus haut niveau, notamment dans le domaine économique. Les deux parties ont également échangé les vues sur plusieurs questions d'intérêt commun et souligné la nécessité de poursuivre le soutien mutuel dans les forats internationaux. En parlant de coopération, les délégations des groupes Sonatrach et Sonelgaz prenant part aux travaux de la 25e session de l'Assemblée annuelle de la compagnie Baker Hughes qui se tient à Florence, en Italie, ont mené une série de consultations avec plusieurs compagnies énergétiques mondiales en vue de renforcer la coopération. Ainsi, le PDG de Sonatrach, Rachid Hashishi, et celui de Sonelgaz, Morad Adjal, ont tenu ce mardi avec plusieurs cadres dirigeants des deux groupes des rencontres de haut niveau avec des responsables de grandes sociétés du secteur énergétique mondial, dont le PDG de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli,
et le directeur exécutif des opérations du secteur des ressources naturelles de la compagnie italienne Eni, Guido Brusco. D'autres rencontres ont eu lieu avec des entreprises spécialisées dans la réalisation de grands projets dans le domaine de l'industrie gazière, à l'instar de la compagnie italienne Saipem et la société japonaise JGC. Dans l'actualité africaine également, la police espagnole a saisi un camion en provenance du Maroc chargé de 284 kg de hashish, alors que les autorités colombiennes de l'immigration ont procédé à l'arrestation d'un baron marocain de la drogue, l'un des plus recherchés au niveau international dans des affaires de trafic de drogue. Et je vous le disais en titre, le groupe rebelle M23 a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire en vigueur à compter de ce mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, à quelques jours d'une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ce week-end en Tanzanie. Cela intervient aussi une semaine après que les rebelles du M23 ont pris le contrôle de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, où au moins 900 personnes ont été tuées et près de 3000 autres ont été blessées. Mohamed Wali Ben Shaban. Après la prise de Goma et engendré plusieurs centaines de morts, le groupe rebelle M23 a annoncé un cessez-le-feu unilatéral, prenant effet dès ce mardi dans l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements ont contraint des centaines de milliers de personnes à fuir leur maison. À Bukavu, les habitants expriment leurs avis sur cette annonce. Aujourd'hui, une telle déclaration, ça montre encore leur stratégie militaire. En même temps qu'ils disent qu'il ne faut pas prendre la ville de Bukavu, c'est une stratégie pour eux de se renforcer en hommes et en munitions. Et en même temps, ils sont en train d'avancer pour prendre la ville de Bukavu. Ainsi, nous demandons quand même aux autorités de ne pas se fier à des temps de déclaration, à se concentrer et à rester aux aguets pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Même si le M23 a décrété un cessez-le-feu de manière unilatérale, il invoque pour cela des raisons humanitaires. Manœuvre de diversion ou tentative d'instaurer un dialogue dont le premier effet serait la sauvegarde des vies humaines. La population congolaise est dubitative quant aux réelles intentions du M23. Je peux dire le cessez-le-feu est bon. Le même cessez-le-feu peut aider les FARDC à bien se réorganiser. Mais que ce ne soit pas un moment de s'endormir, car pendant le cessez-le-feu, le M23 contourne les collines pour venir attaquer encore les FARDC. À Goma et dans les autres provinces, la situation reste tendue. Kinshasa n'a pas encore officiellement réagi à cette annonce. Les observateurs appellent à un engagement plus ferme des autorités congolaises pour éviter une nouvelle vague de violence dans le pays. De son côté, la communauté internationale appelle à une action coordonnée et urgente, notamment par le biais de la MONUSCO. L'Algérie a pour sa part récemment appelé instamment à la retenue et à la désescalade dans la perspective de l'instauration des conditions d'une reprise responsable du dialogue et de la négociation en vue du rétablissement de la paix dans la région. Et les présidents des deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo ont décidé de convoquer séparément une session extraordinaire ce mardi pour statuer sur la situation d'urgence nationale dans l'est de la RDC. Les débats porteront spécifiquement sur l'examen de la situation sécuritaire dans l'est du pays et la proposition d'un plan de sortie de crise sur le plan politique et diplomatique. Et dans l'est de la RDC, au moins une centaine de corps ont été inhumés hier à Goma, des personnes tuées dans les affrontements de la semaine dernière entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Les volontaires de la Croix-Rouge et de la protection civile ont inhumé les dépouilles au cimetière d'ITG. Effectivement, une logistique assez lourde. Maintenant, le CICR travaille avec la Croix-Rouge nationale
à la collecte des dépouilles mortelles, mais travaille aussi avec d'autres partenaires, dont la protection civile ou l'Organisation mondiale de la santé, pour essayer de donner un enterrement digne, le plus digne possible à toutes les personnes qui sont mortes dans les affrontements. Et donc on fait ce qu'on peut, c'est effectivement une course contre la montre, mais voilà, les moyens sont mis à disposition. Bon, le principal challenge, c'était effectivement la capacité limitée des morgues qui ont été directement impactées par le fait que certaines lignes électriques ont été coupées et donc leur approvisionnement en électricité et donc en réfrigération était touché. Bien sûr, il y a aussi le fait que les terrains à Goma où l'on peut enterrer des corps sont extrêmement limités. Donc ça a été une course contre la montre de trouver des terrains, mais également ça reste une course contre la montre puisque l'identification des corps est de plus en plus difficile puisque chaque jour qui passe nous rend la tâche plus difficile. Et dans ce contexte, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunira en urgence vendredi pour examiner la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo et son impact sur les droits humains. Cette réunion extraordinaire demandée par les autorités de la RDC est soutenue par plusieurs dizaines de pays membres du Conseil et par des observateurs. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tiendra une session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo le vendredi 7 février 2025. La tenue de cette session extraordinaire fait suite à une demande officielle formulée par la République démocratique du Congo, qui est membre du Conseil des droits de l'homme. Cette demande a été transmise hier soir à la présidence du Conseil. Pour qu'une session extraordinaire du Conseil soit convoquée, il faut qu'il y ait un minimum de soutien d'un tiers des 47 États membres du Conseil, c'est-à-dire 16 États ou plus. Cette demande est à ce jour soutenue par 29 États membres du Conseil des droits de l'homme. La demande de cette session extraordinaire est également appuyée par 21 États observateurs du Conseil. Toujours dans l'actualité africaine, les autorités soudanaises ont annoncé ce mardi que 6 personnes avaient été tuées et 38 autres blessées suite au bombardement de l'hôpital Al-Nou à Omdurman, à l'ouest de la capitale Khartoum. Le bombardement d'artillerie a été attribué aux forces de soutien rapide. Pour rappel, depuis avril 2023, le Soudan est en proie à un conflit opposant l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui a causé la mort de milliers de personnes et déplacé plus de 12 millions d'habitants dans le pays. Au moins 5 militaires centrafricains ont été tués et plusieurs autres blessés hier dans une attaque menée par des hommes armés dans le village de Bojomo, situé à environ 30 km de Markunda, une commune de la préfecture de Louam, dans le nord-ouest du pays. Dans l'actualité également, la saga du budget 2025 a repris de plus belle en France. Cette fois-ci encore, le gouvernement a choisi le passage en force en recourant au fameux article 49.3 permettant de passer outre la volonté parlementaire. Kherdim Bataj. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'article liminaire et la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Article 49, alinéa 3. À croire que les gouvernements français sous Emmanuel Macron n'ont que ce mot à la bouche. Cette fois-ci encore, le vote du budget 2025 ne dérogera pas à la règle. François Bayrou a choisi le passage en force.
Catherine Vautrin. Hier, à l'Assemblée nationale française, il n'y avait pas de place au suspense sur l'éventualité d'un vote en faveur du budget, car loin de faire l'unanimité, le budget Bayrou divise l'hémicycle et les points de divergence entre groupes parlementaires ne font que s'accentuer. Une large frange du nouveau Front populaire, sorti vainqueur des dernières législatives, entend une nouvelle fois censurer le gouvernement. Que la proposition de François Bayrou n'est clairement pas à la hauteur des besoins. C'est pourquoi, après réflexion, après discussion, le groupe écologiste et social votera la censure. Nous entendons les inquiétudes sur le fait qu'il n'y ait pas de budget. Nous disons, regardons la situation de manière globale. Nous avons une augmentation du chômage et des annonces de plans de licenciement partout en France. Nous avons des impacts catastrophique du dérèglement climatique et je pense particulièrement à nos compatriotes de Mayotte, mais aussi en Ille-et-Vilaine qui subissent en ce moment même les conséquences de ce réchauffement climatique. Nous avons une explosion de la pauvreté et un État qui est de moins en moins en capacité de jouer son rôle de protection. Et pour tout ça, nous refusons cette idée qu'il ne pourrait pas y avoir de débat démocratique sur le budget. Le Parti socialiste a quant à lui choisi de ne pas s'associer à l'initiative de ses partenaires politiques et invoque ce qu'il appelle le choix de la responsabilité. Cependant, nous faisons le choix de la responsabilité qui est de ne pas prendre le risque de priver la nation d'un budget indispensable à la continuité de l'action publique et plongeant dans l'incertitude des pans entiers de l'économie et du fonctionnement de nos administrations. Et donc nous confirmerons évidemment cette position lors du débat demain sur la motion de censure, mais de façon à bien confirmer notre opposition au gouvernement Bayrou, nous déposerons dès que le processus budgétaire sera abouti une motion de censure. La décision importante, c'est est-ce qu'il y aura censure du gouvernement ou pas de notre part. La seule question que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce qui est le moins mauvais pour la France et les Français? Est-ce que c'est de laisser passer un mauvais budget ou est-ce que c'est de censurer un mauvais gouvernement? Un vote de la motion de censure par le Rassemblement national équivaudrait à un nouvel échec politique pour Emmanuel Macron, dont le sort est désormais suspendu entre les mains de l'extrême droite, ses 125 députés et ses lubies identitaires, xénophobes et racistes. Et pour tenter de décrypter tout cela, restez avec nous pour retrouver notre invité du soir. Et ce soir, nous retrouvons depuis Paris Sébastien Perimoni. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes membre du parti Solidarité et Progrès. L'utilisation donc répétée de l'article 49.3 par le gouvernement français traduit-elle selon vous une crise de gouvernabilité ou plutôt une stratégie assumée pour contourner l'opposition ? Elle traduit surtout une crise très profonde entre la population française et la volonté du peuple français et le gouvernement. Je dirais que cette relation entre le peuple français et le gouvernement tient à un cheveu de Mouawiya, comme pour reprendre l'expression du président algérien récemment qui parlait des relations entre la France et l'Algérie. On voit depuis les élections européennes la victoire du Front National, on voit la dissolution où le gouvernement est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale, la majorité revient au nouveau Front populaire et malgré tout, la présidence Macron continue d'imposer sa politique à coup de 49.3 contre la volonté contre la volonté des populations. Et aujourd'hui, on voit bien que cette fissure entre le gouvernement et la population ne fait que se creuser. Et on voit de plus en plus justement un nouveau réveil des manifestations par rapport au budget qui a été voté à coup de 49.3 qui ne satisfait personne en fait. Ni les riches, ni les pauvres, ni personne. Et dans ce cas-là, précisément, peut-on parler d'un affaiblissement démocratique lorsque le gouvernement impose ces textes sans vote ou plutôt simplement il s'agit d'un mécanisme substantiel comme un autre ? Alors certes, le 49.3 est légal, bien sûr, mais c'est plus qu'un affaissement démocratique, c'est une politique antidémocratique, je l'ai rappelé. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête des législatives. On aurait dû avoir un gouvernement
issu de ses rangs, alors qu'on soit d'accord ou non avec sa politique, la logique aurait été là. Donc on a évidemment un gouvernement qui passe en force, et qui passe en force en plus pour couper dans les dépenses, pour réduire les budgets. C'est-à-dire que le budget qui a été passé au 49.3, si on le passe, si on le regarde dans les détails, qu'est-ce qu'on a comme chose essentielle? On a la réduction de l'aide médicale d'État qui passe de 200 millions à 110 millions, ce qui veut dire prendre un risque sanitaire. On a des hausses d'impôts que pourtant on avait promis qu'on ne ferait pas pour les plus riches. Vous avez vu les déclarations même de Bernard Arnault, qui était un grand soutien d'Emmanuel Macron et qui se retrouve maintenant un fervent défenseur de Trump, comme on l'a vu récemment. Donc une hausse de l'imposition, si vous voulez, de 20% pour les contribuables qui gagnent plus de 250 000 euros, pour les grandes sociétés du CAC 40. Tout ça pour gagner entre 1 ou 2 milliards. On a l'augmentation sur les billets d'avion pour gagner 850 millions. On a des réductions de dépenses dans la plupart des ministères. La culture, vous avez de nombreuses manifestations en France actuellement dans le domaine de la culture. Vous avez des réductions de dépenses au ministère de l'Agriculture, dans la recherche, dans l'aide au développement. Donc on voit bien que c'est encore, si vous voulez, constamment une politique d'austérité qui est menée contre le peuple. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ça n'a qu'un seul but en plus. Maintenir le déficit en dessous de 5,4% du PIB. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment une économie de bazar, d'économie de bout de chandelle, où on coupe partout pour maintenir un déficit qui est déjà exorbitant et ne même pas réduire la dette, comme vous le savez, qui est de 3 000 milliards en France et qui est tout simplement devenue insupportable. Et pour revenir, Sébastien Perimoni, à ce recours parfois qualifié d'abusif au 49.3, puisqu'on le rappelle, Elisabeth Borne l'a utilisé au moins 23 fois. Pour revenir à cela, pensez-vous que cette situation reflète un échec d'Emmanuel Macron à bâtir une majorité stable depuis sa réélection ? Ah ben clairement, c'est même plus que ça, c'est l'échec complet de la politique macroniste qui est devant nos yeux, comme je l'ai dit. Même ses plus proches, Alaminck, l'ont lâché. Arnaud l'a lâché. Donc tout le monde est en train de quitter, les rats sont en train de quitter le navire, pour utiliser l'expression, parce qu'aujourd'hui, la politique de Macron, qu'on appelait à une époque le Mozart de la finance, moi je l'appelle plutôt le Vincent Lagaffe de la finance, quand on voit les résultats, parce que en fait, toute sa politique a été une politique d'affaiblissement de la France, non seulement dans la politique intérieure, avec une explosion de la dette, avec une explosion du déficit, une explosion de la pauvreté, et ne parlons pas de sa politique extérieure, où il a réussi à se fâcher avec à peu près tout le monde, et n'est plus écouté ni du côté des États-Unis, ni en Afrique, bien entendu, et ni également du côté des BRICS, aujourd'hui qui est devenue la force dominante du monde émergent. Voilà, donc on a un échec absolument complet de la politique macroniste. Et aujourd'hui, on voit que s'il veut se maintenir au pouvoir jusqu'en 2027, il devra recourir en effet à certes un article de loi qui est légal, l'article 49.3, mais qui évidemment est en opposition complète avec toute la dynamique de la société française. Alors, Sébastien Perimoni, autre question, pourquoi l'opposition peine-t-elle, selon vous, à faire tomber le gouvernement malgré les nombreuses motions de censure déposées ? Parce que le gouvernement résiste, comme on le voit. Il veut se maintenir au pouvoir. Monsieur Macron n'a pas tenu, je le répète encore, c'est quand même extrêmement grave. Vous savez, quand la France aime à donner des leçons de démocratie à la planète entière, monsieur Macron n'a pas respecté le choix des urnes. D'ailleurs, je rappelle un anniversaire. Vous savez, cette année, on va fêter le 20e anniversaire du non au traité de la Constitution européenne. Et la population n'a jamais voulu de cette Europe de la finance, cette Europe de l'OTAN qui nous maintient justement dans une politique de soumission à des forces extérieures et qui fait qu'aujourd'hui Macron n'est plus légitime de gouverner ce pays, mais il va s'accrocher jusqu'en 2027. Il l'a annoncé d'ailleurs qu'il espérait rester jusqu'en 2027, mais il se peut que ce ne soit pas possible parce qu'il y aura d'autres lois qui vont venir sur les retraites, sur l'assurance chômage. Il y a plein de projets de loi qui vont arriver et peut-être qu'une nouvelle censure interviendra et que le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, qui sont maintenant les forces politiques les seules à même de faire tomber à nouveau ce gouvernement,
joueront un rôle dans cette chute, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, à part une révolution populaire, mais on n'en est pas encore là en France, pour faire tomber le gouvernement. Alors Sébastien Perimoni, je rappelle que vous êtes membre du parti Solidarité et Progrès. Selon vous, peut-on dire qu'aujourd'hui que le gouvernement français est pris en otage par le Rassemblement national via ses 125 députés? Et si tel est le cas, cela peut-il expliquer le silence de l'exécutif français par rapport aux campagnes hostiles à l'Algérie menées notamment par l'extrême droite? Oui, enfin l'extrême droite et le gouvernement. Je rappelle que M. Retailleau fait partie du gouvernement d'Emmanuel Macron et que ses propos vis-à-vis de l'Algérie, si vous voulez, sont tout à fait insupportables de par l'histoire qui nous lie, de par les liens d'amitié. D'ailleurs, je lisais l'interview du président qui parlait justement de ces intellectuels, de ces hommes politiques, M. Raffarin, M. Villepin et d'autres, qui ont une relation très bonne avec l'Algérie. Et on voit aujourd'hui, en effet, un gouvernement pris en otage, tout à fait, l'expression est tout à fait juste, par une majorité du Rassemblement national qui a le pouvoir de vie ou de mort sur ce gouvernement. D'où d'ailleurs, si vous voulez, les expressions qu'a utilisées notre Premier ministre, M. Bayrou lui-même, parlant de submersion migratoire. C'est la surenchère pour plaire à l'extrême droite, pour ne pas qu'elle vote une motion de censure qui serait le signe de la fin de l'ère Macron. Parce que après Borne, après Barnier, après Bayrou qui a dû aller récupérer les fonds de tiroir, Emmanuel Valls, Rebsamen, enfin tous ces gens qui n'avaient qu'un but, c'est de faire carrière et qui aujourd'hui ne représentent plus personne, je ne vois pas s'il y a une nouvelle censure votée et que le gouvernement tombe, comment Macron pourra à nouveau créer un nouveau gouvernement pour tenir jusqu'en 2027. Donc il est bel et bien l'otage, à moins de prendre les gens de sa famille, mais je ne vois pas qui voudra encore travailler avec lui. Donc en effet, le RN tient une grande partie, si vous voulez, du processus politique qui va se dérouler en France dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, disons, jusqu'à la présidentielle 2027. Très bien, Sébastien Perimoni, cette nouvelle menace de censure, selon vous, a-t-elle plus de chances d'aboutir que les précédentes? Et si oui, quelles en seraient les conséquences? Non, apparemment, le Rassemblement national a décidé de ne pas voter la motion de censure, donc, et certains députés socialistes, comme vous le savez probablement, qui ont, entre guillemets, trahi, mais une chose assez récurrente dans l'histoire de leur parti, sont devenus des frondeurs, comme on disait. Et donc, les socialistes et évidemment le Rassemblement national ne voteront pas la censure sur le budget, tout du moins sur le budget et la réforme sur la sécurité sociale. Donc, entre guillemets, une page va être tournée avec le vote du budget. Et dans quelques mois, lorsque le gouvernement remettra à nouveau, puisque là l'agenda parlementaire est quasiment vide en France, de fait qu'il n'y avait plus de budget, quand le gouvernement représentera des nouvelles réformes, peut-être qu'un nouveau contexte et peut-être qu'une motion de censure conjointe entre le RN et le NFP pourrait à nouveau aller voir le jour, si, bien sûr, ça sert les intérêts électoraux du Rassemblement national, parce qu'il ne faut pas être dupe, le Rassemblement national utilise son pouvoir aujourd'hui à des fins électorales et non pas pour faire une politique, si vous voulez, de développement de la population, de biens communs et évidemment une politique qui irait dans le sens de ce que veut la population française. Et cette instabilité politique, Sébastien Perimoni, n'est sans doute pas sans conséquences par rapport à la politique internationale. À quel point, selon vous, elle met dans l'embarras la France sur la scène internationale? Eh bien, la France est absente, si vous voulez. Alors, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Comme je l'ai dit récemment, pour parler de l'Afrique de l'Ouest, Macron a réussi, puisqu'on n'a jamais eu autant de pays qui se sont libérés du néocolonialisme que sous l'ère Macron. Donc on peut quelque part le remercier de son incompétence, de son arrogance. Il a permis de faire accélérer les choses et faire que des pays se libèrent justement de ce néocolonialisme, de cette France-Afrique qui existe toujours, à travers les médias de Vincent Bolloré, par exemple. Donc, quelque part, et je l'ai dit, moi-même, j'ai participé au sommet des BRICS à Kazan, qui a eu lieu en octobre dernier.
et c'était affligeant de voir qu'il y avait 70% de la population mondiale représentée, plus de 60% du PIB. Il y avait même le secrétaire général des Nations Unies qui était présent. Donc dans ce monde multipolaire, dans ce monde où voit l'émergence du Sud global, aujourd'hui la France est mise de côté et ça ne va pas s'arranger avec l'élection de Donald Trump. Vous avez vu là où la France se bat pour un budget pour faire des économies de bout de ficelle. Aux États-Unis, on va investir 500 milliards dans l'intelligence artificielle. On voit la Chine qui a également fait des percées dans ce domaine avec DeepSeek, qui fait des percées technologiques dans tous les domaines, qui avance à très grand vite, là où la France est en train de tout faire pour gagner quelques centimes ici ou là en coupant dans les budgets de ses ministères et essayer de sauver le meuble, alors que ce n'est pas du tout la politique qu'il faudrait mener aujourd'hui. Donc malheureusement, oui, la voix de la France, je ne dirais pas qu'elle s'est éteinte. On a encore des forces politiques comme la nôtre, avec Solidarité et Progrès, qui sont entendues dans le monde. Mais aujourd'hui, on reste encore minoritaire et c'est ce qu'il va falloir changer justement dans les 2 ans qui viennent. Et Sébastien Perimoni, pensez-vous que dans ce contexte où l'opinion publique semble de plus en plus critique envers l'exécutif, le recours au 49.3 risque-t-il d'accentuer la défiance des Français envers leur institution ? Oui, bien sûr, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a, comme je l'ai dit, les relations, j'aime bien cette expression qui a été prise par votre président sur les cheveux de Mouawiya. Cette relation, elle est de plus en plus distendue, cette relation, elle est de plus en plus fragile, en fait. Les gens ne croient plus en la politique, ou du moins ne croient plus dans les partis politiques, dans le système de gouvernement actuel, et voient bien que de toute façon, tous les partis sont corrompus. Il faut bien voir qu'en France, le Rassemblement national est devant les tribunaux, la France insoumise est devant les tribunaux, les Républicains sont devant les tribunaux. Je ne parle même pas de notre ancien président Sarkozy qui a un bracelet électronique, qui est quand même une honte internationale, c'est la première fois. Donc il y a cette corruption généralisée, il va falloir renverser la table, il va falloir changer l'ensemble du système et l'ensemble des élites politiques. Et ça, la population le ressent. Donc c'est à la fois un phénomène qui est un peu désespérant parce que la population ne croit plus dans ces élites politiques, qu'elle s'est corrompue, qu'elle sait qu'ils utilisent les électeurs et l'argent du contribuable pour leurs intérêts personnels. Mais en même temps, ça crée un appel, un espoir. On revoit d'ailleurs en France aujourd'hui des manifestations de gilets jaunes. On a des manifestations, je le disais, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'agriculture. Vous savez que nos agriculteurs sont au bord du burn-out. Donc on a une nouvelle résistance, une nouvelle repolitisation qui est en train de se créer dans notre pays et qui se fait en dehors des partis traditionnels qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nos pays, pour notre pays, pour la France, parce que la France, elle est attendue dans le monde. On l'attend pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une force de paix, une force de dialogue, une force de développement mutuel. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire avec Solidarité et Progrès. En attendant, Sébastien Perimoni, permettez-moi de vous poser une dernière question, si vous le permettez. Avec un exécutif fragilisé et une assemblée divisée, la France, selon vous, se dirigerait-elle vers une forme de paralysie politique jusqu'en 2027 ? C'est ce que je crains. C'est ce que beaucoup craignent, que ce gouvernement, que l'arrogance de ce gouvernement soit jusque-boutiste, avec un Emmanuel Macron qui n'entend plus rien, qui n'écoute plus personne, qui se fait lâcher de toutes parts par ses mêmes plus proches amis, mais qui a décidé, selon ses propres dires... Sachant que certains évoquent déjà une présidentielle anticipée. En tout cas, des voix s'élèvent pour en parler. Bien sûr, c'est tout à fait envisageable. S'il y a une nouvelle, comme je l'ai dit, s'il y a une nouvelle censure et qu'un gouvernement tombe, je ne vois pas comment M. Macron pourra trouver des nouveaux ministres pour un nouveau gouvernement pour refaire exactement la même chose qu'il a fait avec Barnier, avec Bayrou. Ce sera impossible. Donc il y aura probablement des législatives anticipées. Nous, c'est à ça que nous nous préparons sur l'ensemble du territoire, justement pour proposer une alternative. Mais en effet, c'est pour l'instant... M. Macron a décidé de rester jusqu'en 2027. Il y croit, il espère, mais je pense que la situation politique et en particulier la colère du peuple peut changer la dynamique très rapidement. Sébastien Perimoni, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et bonjour à tous mes amis en Algérie.
C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que vous êtes membre du parti Solidarité et Progrès. Sébastien Periboni qui était en direct avec nous depuis Paris. On reste en France où le président français Emmanuel Macron a assuré ce mardi qu'il n'y avait eu ni entente ni connivence avec Nestlé. Alors que selon une enquête du Monde et de Radio France, l'Élysée et Matignon laissaient le groupe commercialiser des eaux non conformes à la réglementation et à risque pour la santé malgré les recommandations d'interdiction des autorités sanitaires. Non, là, je ne vais pas faire des commentaires sur des... Ça, là, il faut que chacun fasse son travail. Moi, je ne suis pas au courant de ces choses-là. Je suis venu parler cancer, je suis venu parler santé et la constance qu'on doit avoir. Merci. Non, il y a de l'entente avec personne, il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit. Il y a un travail qui est fait, mais je me permets quand même de revenir au sujet du jour. Je veux bien que vous ayez vos actualités, mais c'est suffisamment important et je pense que pour le pays, on a suffisamment de gens qui se battent, qui contre des cancers, qui pour aider, je pense à tous nos soignants, pour qu'on lui consacre toute notre attention. Allez, en Suède, à présent, 5 personnes ont été blessées ce mardi par des tirs dans une école de la ville d'Örebro, à 200 km à l'ouest de Stockholm, selon la police suédoise qui a exhorté la population à rester à l'écart de la zone. Les élèves des écoles voisines et de l'école en question ont été confinés pour des raisons de sécurité. Dans le conflit russo-ukrainien, à présent, Kiev a annoncé que 5 civils avaient été tués ce mardi par un tir de missile balistique russe sur le centre de la ville d'Izium, dans le nord-est de l'Ukraine. Au moins 38 personnes ont également été blessées dans l'attaque. Et de son côté, la Russie a affirmé que ses forces avaient repoussé des attaques ukrainiennes dans des zones telles que Kharkov et Avivka, tandis que l'Ukraine, le même jour, a signalé avoir frappé des installations énergétiques dans l'oblast d'Astrakhan en Russie avec des drones. Elle a eu lieu le 4 février 1945. La conférence de Yalta réunit les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni pour préparer l'après-guerre. Elle permettra la création des Nations unies et fixera malgré elle le cadre de la guerre froide. Retour sur une conférence dont l'influence perdure 80 ans plus tard avec Safouane Ben Sabri. Il est des jours qui font date. C'est le cas du 4 février 1945, ou le début de la conférence de Yalta, entre les 3 grands comme surnommés par la postérité. Les 3 grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Après la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'homme, il s'agit alors de préparer l'après-guerre. À la table des négociations, 3 grands noms de la scène internationale à l'époque. L'Empire britannique en déclin est représenté par Winston Churchill. L'Union soviétique, aux portes de Berlin, est représentée par Staline. Les États-Unis, première puissance économique mondiale, sont représentés par Roosevelt. C'est en Crimée, à Yalta, au bord de la mer Noire, que se tient la rencontre. Il s'agira de délimiter les zones d'influence des 3 grandes puissances. Mais au-delà de la dimension géographique, on prépare un nouvel ordre mondial, garantissant plus de stabilité. Les 3 scellent alors la création des Nations Unies qui verra le jour le 24 octobre 1945 à San Francisco. 80 ans après Yalta, le mythe de Yalta ou le partage du monde persiste. C'est en réalité une théorie française héritée de l'amertume du général de Gaulle suite à sa non-invitation à la célèbre conférence. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle guerre prend place, la guerre froide, dont la conférence de Yalta sera la genèse. En réalité, la conférence de Yalta fixera a posteriori un nouvel ordre mondial encore influent aujourd'hui, dont les vainqueurs de la guerre auront hérité de privilèges tels que des sièges permanents au Conseil de sécurité. Un nouvel ordre mondial désormais jugé ancien par plusieurs puissances est remis en cause dans ses fondements.
Dans l'actualité aussi, le président suspendu sud-coréen Yoon Suk-yeol sous le coup d'une procédure de destitution depuis sa déclaration avortée de loi martiale et en détention a été de nouveau auditionné ce mardi par la Cour constitutionnelle qui doit décider s'il doit être officiellement démis de ses fonctions. Enfin, l'arrêt de l'aide américaine à l'étranger pourrait causer 1200 décès maternels supplémentaires en Afghanistan d'ici 2028, selon les Nations Unies, qui ont exprimé leur préoccupation par cette perte substantielle de financement. Il est évident que nous sommes très préoccupés par cette perte substantielle de financement. En ce qui concerne le nombre de vies qui pourraient être impactées par cette décision, si je prends l'exemple de l'Afghanistan, nous estimons qu'entre 2025 et 2028, l'absence de soutien américain entraînera 1200 décès maternels supplémentaires et 109 000 grossesses non désirées supplémentaires. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.